Le 26 mars 2020, le ministère américain de la Justice a accusé le président vénézuélien Nicolás Maduro et ses proches de narcoterrorisme, offrant une récompense de 15 millions de dollars pour son arrestation. Les accusations ont dépeint le Venezuela comme un État cartel, justifiant une action américaine. Les États-Unis affirment que le Venezuela collabore avec les FARC pour inonder l'Amérique de cocaïne. Mais pourquoi maintenant? Qu'est-ce que le Venezuela possède que les États-Unis désirent? La réponse, le pétrole. Le Venezuela détient les plus grandes réserves prouvées de pétrole au monde. L'histoire du narcoterrorisme masque une lutte plus ancienne, le contrôle du pétrole. La véritable histoire n'est pas aux informations du soir. Découvrons ce qui est réellement en jeu au Venezuela. L'histoire du pétrole au Venezuela commence en 1922, quand le puits Los Barrosos II jaillit, attirant l'attention mondiale. Mais ce sont Standard Oil et Royal Dutch Shell qui en profitent, grâce à des accords corrompus avec le dictateur Juan Vicente Gómez. Les entreprises étrangères prennent la plupart des bénéfices, laissant la population dans la pauvreté. Pendant des décennies, le Venezuela fut la station-service de l'Amérique. La richesse pétrolière coulait vers le nord, la majorité restait pauvre. En 1976, le président Pérez nationalise le pétrole et crée la PDVSA. Mais la dépendance à la technologie étrangère persiste. Les inégalités restent, les profits à l'élite. La lutte pour le contrôle du pétrole allait bientôt remodeler le destin du Venezuela. La quête de souveraineté du Venezuela était loin d'être terminée. En 1998, Hugo Chavez a été élu président, promettant de mettre fin à la corruption et d'utiliser la richesse pétrolière pour le peuple. Sa révolution bolivarienne a défié l'ancienne élite et les géants pétroliers étrangers. Chavez a réécrit la Constitution, imposé des coentreprises avec PDVSA et augmenté les taxes sur la production pétrolière. Certaines entreprises étrangères sont parties, mais le Venezuela a conservé une plus grande part des bénéfices. L'argent du pétrole a financé des programmes sociaux, soins de santé gratuits, éducation, nourriture et logement. La pauvreté a diminué, l'alphabétisation a grimpé en flèche et des millions de personnes ont vu de réels changements. Chavez est devenu un symbole de souveraineté des ressources, inspirant d'autres pays d'Amérique latine. Mais ce défi menaçait les intérêts américains. Le Venezuela prouvait qu'un nouveau modèle était possible. Utiliser les ressources naturelles pour la justice sociale. Washington y voyait un dangereux précédent. La réponse américaine serait rapide et agressive. La bataille pour le pétrole vénézuélien est entrée dans une nouvelle phase à enjeux élevés. La nation la plus puissante du monde n'allait pas lâcher prise facilement. La lutte ne faisait que commencer. Les États-Unis ont rapidement riposté aux réformes de Chavez. En 2002, un coup d'État soutenu par les États-Unis a brièvement renversé Chavez, mais il est revenu après des manifestations massives. Des documents ont ensuite révélé le soutien américain au groupe derrière le coup d'État. Lorsque cela a échoué, les États-Unis ont lancé une campagne médiatique mondiale, dépeignant Chavez comme un dictateur et ignorant les progrès sociaux du Venezuela. La pression économique a suivi, bloquant les prêts, finançant les groupes d'opposition et préparant le terrain pour de futures sanctions. L'objectif, déstabiliser le Venezuela, délégitimer son gouvernement et l'isoler internationalement. En diabolisant Chavez, les États-Unis ont justifié toute action contre son pays. Le véritable problème, le contrôle de son pétrole par le Venezuela, était occulté derrière des discours sur la dictature et les droits de l'homme. La lutte n'a jamais été une question de démocratie. Il s'agissait toujours de pétrole. Après la mort de Chavez, la campagne s'est intensifiée contre son successeur, Nicolás Maduro. La lutte pour l'avenir du Venezuela était loin d'être terminée. Après la mort de Chavez, Nicolás Maduro a fait face à une pression américaine encore plus forte. Les médias l'ont dépeint comme un dictateur raté, ignorant l'impact des sanctions. En 2020, les États-Unis ont accusé Maduro de narcoterrorisme, mais les preuves étaient minces, s'appuyant sur le témoignage de trafiquants condamnés. Aucune saisie majeure de drogue liée au gouvernement. La plupart de la cocaïne ne transitait même pas par le Venezuela. Les accusations ont été annoncées lors d'une conférence de presse, pas devant un tribunal. Une manœuvre politique pour justifier les sanctions. Qualifier Maduro de narcoterroriste a permis aux États-Unis de geler des avoirs et de menacer quiconque faisant affaire avec le Venezuela. Les sanctions, et pas seulement la mauvaise gestion,
ont causé d'immenses souffrances, bloquant la nourriture, les médicaments et les importations vitales. Un rapport de 2019 a estimé que les sanctions avaient entraîné plus de 40 000 décès en 2 ans. L'accusation de narcoterrorisme était une couverture pour une guerre économique. Le véritable crime était le châtiment collectif d'une nation. En 2019, l'homme politique d'opposition Juan Guaidó s'est déclaré président par intérim, sans jamais s'être présenté à une élection. Les États-Unis et leurs alliés l'ont immédiatement reconnu, visant à installer un nouveau gouvernement depuis l'étranger. La vraie cible, les actifs étrangers du Venezuela, en particulier Citigueó, une compagnie pétrolière basée aux États-Unis valant des milliards. En soutenant Guaidó, les États-Unis ont saisi Citigueó et gelé des milliards de fonds vénézuéliens dans le monde entier. Le gouvernement de Guaidó n'existait que sur le papier. Le vrai pouvoir est resté entre les mains de Maduro. Cette démarche a fourni une couverture juridique pour les saisies d'actifs, mais n'a pas réussi à déclencher un soulèvement populaire. Les actions d'aide humanitaire et les appels à la rébellion se sont essoufflés. En 2022, même l'opposition a dissous le gouvernement intérimaire de Guaidó. Le spectacle de marionnettes a pris fin, mais les actifs du Venezuela sont restés gelés. Le pays a été privé des ressources nécessaires pour survivre à la crise. Les dégâts étaient faits. La lutte pour le contrôle a continué. La pression maximale américaine visait à renverser Maduro, mais elle a eu un effet boomerang. Isolé, le Venezuela s'est tourné vers de nouveaux alliés, la Russie, la Chine et l'Iran. La Russie a fourni un soutien militaire et a aidé à commercialiser le pétrole vénézuélien, défiant la domination américaine. La Chine, le plus grand créancier du Venezuela, a offert des prêts vitaux et a continué d'acheter du pétrole, approfondissant les liens économiques. L'Iran, également sous sanctions américaines, a envoyé du carburant et de l'équipement, forgeant une alliance directe. Ces partenariats ont créé un nouvel axe de résistance, contournant le contrôle américain et le dollar. Les sanctions destinées à isoler le Venezuela ont plutôt construit une puissante coalition anti-américaine dans l'arrière-cour de l'Amérique. La Russie a gagné en influence en Amérique latine. La Chine a sécurisé des ressources énergétiques. L'Iran a partagé son expertise en matière de contournement des sanctions. Les États-Unis ont involontairement renforcé leurs rivaux. La survie du Venezuela dépendait de ce nouveau réseau. L'équilibre mondial des pouvoirs était en train de changer. La guerre du pétrole était devenue internationale. Dépouiller la propagande et le crime du Venezuela était de rechercher une véritable indépendance. Chavez et Maduro ont osé contrôler leurs propres ressources et les utiliser pour leur peuple. Les États-Unis tolèrent des alliés antidémocratiques, tant qu'ils respectent leurs règles. Le Venezuela a brisé ses règles, nationalisant le pétrole et construisant des alliances en dehors de l'influence américaine. La vraie menace était l'exemple. Si le Venezuela réussissait, d'autres pourraient le suivre. Le système mondial dépend de la dépendance des nations riches en ressources. La révolution bolivarienne du Venezuela a défié cet ordre. Les États-Unis visaient à faire échouer le Venezuela par des sanctions, des coups d'État et des campagnes médiatiques. La souffrance des Vénézuéliens n'était pas un dommage collatéral, c'était la stratégie. La punition était d'avoir choisi la souveraineté. La saga États-Unis-Venezuela soulève des questions qui dépassent un seul pays. Les récits officiels servent souvent des intérêts puissants, créant des héros et des méchants pour justifier l'intervention. Au Venezuela, l'histoire du narcoterrorisme masquait une guerre pour le pétrole. Demandez-vous toujours, qui contrôle les ressources? Qui contrôle le récit? Le contrôle des ressources est un moteur de conflit plus puissant que l'idéologie. Les médias façonnent l'opinion publique, fabriquant le consentement pour des politiques comme les sanctions. La bataille pour le Venezuela a été menée autant dans les gros titres que dans les champs de pétrole. On nous dit que c'est une question de démocratie, mais c'est une question de domination économique. La prochaine fois que vous entendrez parler d'une crise, questionnez l'histoire. Enquêtez sur les intérêts en jeu et sur qui possède les médias. La vérité est rarement simple. L'histoire du Venezuela est un avertissement et une leçon sur le fonctionnement du pouvoir. Questionnez toujours l'histoire officielle. Si tu regardes encore, t'es officiellement une légende. Sérieusement. Écrase ce bouton « J'aime » si tu t'es amusé. Partage-le avec un pote. Et abonne-toi.